don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Arthur Coton, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Très content de t'accueillir aujourd'hui. Très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Of course. Pas trop stressé, comment ça ce matin? Bah écoute, je me sens bien. Je suis vraiment content d'être là, donc j'ai hâte de pouvoir discuter un petit peu avec toi. C'est une discussion très décontractée. Souvent, ce que je reçois comme feedback au tout début, c'est un petit peu intimidant, les 3 caméras, le studio, l'intimité aussi. Mais après 5-10 minutes, je te dirais, là, c'est une discussion verre d'eau, café, puis entre amis. J'essaie de garder ça friendly puis plaisant. Fait que, on est là. J'ai pas de questions pièges non plus. Là, tu sais, je t'envoie la liste des questions. Évidemment, on va parler de ton entreprise, on va parler de toi. Fait avant de tomber dans Cassiope, parlons un petit peu de ton background professionnel puis évidemment de la Belgique au Québec. Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours professionnel puis après peut-être parcours académique. Qu'est-ce qui t'a lancé justement dans ton agence? Écoute, mon parcours professionnel au Québec, il a commencé dans le monde de l'agence. J'ai travaillé donc plusieurs années en agence avant d'y prendre goût et de vouloir partir en fait ma propre agence. Avant ça, j'ai fait des études en communication, gestion de projet, donc conception, réalisation et gestion de projets multimédia. Et puis je me suis dirigé en fait plus vers un parcours, je te dirais, pédagogique. J'ai fait une maîtrise en éducation aux médias. Et c'est ça un petit peu qui m'a amené à m'intéresser après par la suite au web. Ouais. Et donc le parcours académique avec le parcours professionnel, c'est ça qui m'a un peu poussé à vouloir un petit peu, je te dirais, faire les choses à ma façon un petit peu. Et parce que quand on est employé, qu'on travaille en agence, on a quand même un rôle qui est souvent bien défini. Et il faut le suivre, et c'est ça. En créant mon agence, j'ai pu un petit peu le faire à ma sauce. C'était un petit peu l'objectif, je dirais. Tu avais la liberté créative de faire tes propres projets, puis exact. À la tête de ton entreprise. Fait que ça, c'est bien. Je pense que beaucoup d'entreprises essayent de pousser ça, d'avoir des employés qui sont un petit peu plus intrapreneurs, puis d'avoir leur propre responsabilité, de proposer des choses créatives. Reste que quand tu es à la tête puis de créer ton propre projet, c'est de bâtir ton bébé dès le début. Exact. C'est ton bébé, c'est ton enfant. Comme si on bâtissait une famille, il faut y donner de l'argent, du temps, puis évidemment, bâtir ça avec amour. Fait que ça fait du sens. Arrivé au Québec, je t'ai posé la même question pendant notre préparation ensemble. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus gros challenge au niveau entrepreneurial? Est-ce que tu as vécu un choc un peu par rapport à ça? Je te dirais que choc culturel, je pourrais en avoir un petit que j'ai vécu, lorsque j'ai commencé mon aventure professionnelle au Québec. Mais sinon, de manière générale, ça s'est quand même bien passé. Je te dirais que j'ai trouvé que le Québec était quand même un endroit où c'était facile d'entreprendre, en tout cas de créer une entreprise. Ouais, c'est-à-dire, on n'a pas vraiment de grosses barrières. Ouais. Moi, je suis arrivé en octobre 2016 et en décembre 2016, j'avais déjà créé mon entreprise individuelle. Donc, ça a été rapide, là. Tu t'es dit, ça a été rapide. Toi, tu disais, j'arrive ici, j'ai une vision, je sais que je vais réussir, donc on va bâtir tout de suite quelque chose. C'est un peu ça que tu avais en tête? Oui. Et puis, je te dirais qu'il y a aussi le côté instinct de survie. Tu vois, tu arrives, moi je suis arrivé, j'avais pas d'emploi. Donc, je partais un petit peu à l'aventure. Et donc, tu essaies d'avoir le plus possible de cartes dans ton jeu. Donc, il y a bien sûr la carte de l'emploi. Et puis, si jamais l'emploi, ça ne se passe pas comme prévu, avoir la carte du travail autonome, c'est sûr que moi, c'était une carte que je voulais avoir dans mon jeu et que j'ai joué assez vite, en fait, puisque j'ai réussi à travailler pour des employeurs tout en étant travailleur autonome sur le côté et assez vite, en fait, démarcher des premiers clients en parallèle de mon emploi et toujours le plus possible en transparence aussi avec les employeurs, puisque on veut éviter quand même de faire de la concurrence déloyale ou des conflits d'intérêts. Oui, ça fait du sens. Ce qui est le fun, je pense, c'est au Québec, on a une belle énergie niveau entrepreneurial, travailleur autonome, solopreneur, on va se monter vers le haut, on va collaborer ensemble. Fait que parlons mentalité québécoise, mentalité quand tu étais évidemment en Belgique. Le côté professionnel, c'est quoi la vision que tu avais ou peut-être le talk qui était reçu des gens qui étaient en affaires ou je sais pas si on parle salaire, on parle revenu. Je pense que c'est un tabou peut-être qui est un petit peu plus difficile quand on parle en Europe.
Écoute, c'est une bonne question. Ça va me ramener un petit peu à parler un peu de mon premier, on va dire, choc que j'ai eu quand je suis arrivé ici au Québec. Ouais. En fait, c'est sûr que l'approche professionnelle n'est peut-être pas toujours la même, mais par contre, tu vois, moi, une chose dont je me souviens bien quand je suis arrivé au Québec et quand j'ai commencé à travailler pour mon premier employeur, en fait, c'est le jour où j'ai entendu un vendeur, là où je travaillais, qui a pris une carte de crédit au téléphone. J'avais jamais vu ça de ma vie. Comment t'as pris ça? Est-ce que tu voyais ça comme négativement ou c'était un peu comme t'étais surpris généralement? Ben, surpris, peut-être un petit peu choqué, mais c'était pas négatif. Ok, je comprends. Dans le sens où c'était pas un jugement, là, c'était comme... Non, mais je l'ai vu comme une opportunité. Je me suis dit, ok, c'est possible. Donc en fait, on peut depuis... on va dire un centre d'appel ou depuis son téléphone, on peut créer des contacts, créer des opportunités d'affaires, tant qu'on est persévérant. Parce qu'à côté de ça, là, je parle du fait que la personne, elle a pris un numéro de carte de crédit au téléphone, mais par contre, c'est sûr qu'elle avait fait des dizaines d'appels avant de pouvoir closer le client. Donc, ça, je te dirais que ça a été un peu une chose que j'avais jamais vue en Europe. J'imagine que c'est pas une procédure qui se fait justement. Si on prend l'exemple de la France, là, précisément, là, que faire affaire, c'est trop abrupt, là, j'imagine. Il doit y avoir un processus un petit peu plus long, par contrat, acceptation, révision. Écoute, moi, en tout cas, de mon expérience, j'avais jamais vu ça. C'est possible que ça se fasse quand même dans certains milieux. Probablement, oui. Mais non, c'est ça. Mon expérience, je l'avais jamais vu et ça a été un petit peu, je te dirais, un élément déclencheur dans ma tête où je me suis dit, il y a des opportunités. Bien, évidemment, puis peut-être le marché aussi. Là, on parle, je ne veux pas généraliser, je connais pas si bien le marché européen, mais j'imagine que c'est un petit peu plus saturé. Évidemment, il y a beaucoup plus de gens, peut-être des clients peut-être qui sont pas assez... il n'y a peut-être pas une opportunité autant que tu peux avoir en Amérique du Nord, au Québec, au Canada du moins, là, si on regarde juste ça. Oui, c'est sûr que quand je me souviens, en 2016, il y avait énormément d'opportunités. J'ai trouvé du travail très rapidement, en fait. Je te disais au début que je voulais jouer soit la carte de l'employeur ou la carte du travailleur autonome et donc un petit peu de me diriger vers l'entrepreneuriat. J'ai pu jouer les deux cartes parce que justement, j'ai trouvé un emploi très rapidement. J'étais vraiment surpris. J'ai trouvé du travail en 1 mois et demi. Donc, en 1 mois et demi, j'ai commencé à travailler. C'est sûr que c'était une bonne nouvelle, je dirais. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas parce que j'ai travaillé pour, mais ça montre aussi qu'il y avait des opportunités et qu'il y a un marché du travail qui était ouvert et flexible au Québec quand je suis arrivé. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas autant. J'ai l'impression que le marché s'est un peu durci. 100%. Puis surtout que maintenant, tu vois, je me suis retrouvé un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire à moi-même avoir à employer des personnes et à collaborer avec des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes, par exemple. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué vraiment plusieurs choses. D'une part, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui cherche et qui a du mal à trouver, surtout nous, dans notre secteur, en tant qu'agence web. Par exemple, quand on regarde les développeurs, au début, je trouve que c'était plus difficile de trouver, en tout cas, d'avoir des contacts avec des développeurs et de commencer des discussions de recrutement, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le bassin est vraiment plus grand et que les développeurs qui étaient peut-être un peu plus, désirés, aujourd'hui le sont peut-être moins parce qu'il y a plus d'offres de développeurs. En tout cas, c'est peut-être une déformation de la réalité, mais c'est le sentiment que j'ai. Et comment est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu cette année, moi, par le nombre de demandes de stage que j'ai reçues en développement. Je n'ai jamais reçu autant de demandes de stage que cette année. Et puis, juste un point, tu vois, c'est que j'avais l'impression un petit peu, comme on est une petite agence, qu'avant, on se faisait snobber même par les stagiaires, dans le sens où... Oui, parce que, écoute, moi, j'ai des histoires sur le recrutement et les stagiaires, j'ai quelques anecdotes, mais... oui, quand je te dis snobber, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très intéressés par faire un stage dans une agence web, surtout quand on a un profil très technique et qu'on vient du développement et que, par exemple, nous, on va travailler plus avec des CMS, même si on fait du développement des applications web, par exemple. Et là, il y a un petit retournement, j'ai l'impression, de la situation. Vu que le marché est plus saturé, eh bien, on va dire que les stagiaires sont prêts à accepter des stages un peu... qui correspondent peut-être un peu moins à leurs idéaux.
mais qui feront l'affaire pour finaliser leurs études, parce qu'on s'entend, quand on est stagiaire et qu'on est étudiant, le but, c'est d'aller au bout de ses études. Mais non, c'est sûr qu'il y a 10 ans, il y a tellement de choses je veux dire, si on compare juste l'immobilier il y a 10 ans, on était ailleurs complètement. Donc, 100%. Puis après, le marché de l'emploi a complètement changé aussi. Justement, il y avait peut-être l'offre et la demande étaient complètement différentes. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui implantent beaucoup plus l'intelligence artificielle, là, c'est selon moi, là, mais ça vient couper beaucoup de tâches ou beaucoup d'automatisation qui viennent peut-être réduire l'importance d'avoir, je sais pas, mettons 5 devs versus 3 devs. Tu sais, je sais pas. Mais selon moi, ça fait du sens qu'il y a ça. Puis je crois, par contre, ça donne beaucoup plus l'opportunité aux travailleurs autonomes, aux solopreneurs de se démarquer, d'aller chercher leur propre valeur ajoutée, des entreprises de sous-contracter des experts nichés dans telle chose, plutôt que d'engager à contrat à l'interne. Je pense qu'il y a aussi ça qui vient monter aussi dans ce sens-là. Moins d'opportunités de salariés, plus d'opportunités pour les travailleurs autonomes de développer ta propre side business. En même temps, pour aller pallier. Puis, je veux dire, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas réussir à aller chercher plus de clientèle. Puis, peut-être justement transitionner vers être 100% à ton compte. Donc, ça ouvre des opportunités, je crois, overall. Je pense aussi, c'est sûr que ça ouvre des opportunités. Et puis, l'avantage là, de l'intelligence artificielle, c'est quand même que les personnes compétentes deviennent encore plus compétentes et encore plus efficaces. Plus performantes, donc, en fait. C'est ça. Si tu es bon, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour être encore meilleur. Et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser à bon escient, je pense. Et puis, Ben oui. Ben, si on prend un exemple concret là, pour les gens qui écoutent, on a un entrepreneur qui a 2 devs, par exemple, un développeur qui prend le temps justement d'apprendre à utiliser ces différentes intelligences artificielles-là pour optimiser ses tâches, puis peut-être amener des idées, des projets créatifs, qui propose ces idées-là à son employeur. Ben, OK, mais ça, c'est une excellente initiative. Clairement, j'aimerais davantage collaborer avec toi puis te garder dans l'entreprise. C'est intuitivement, tu regardes quelqu'un qui veut s'impliquer plus versus quelqu'un qui est habitué dans ses souliers, qui est habitué dans son processus, qui ne veut pas changer parce qu'il est confortable. Ben, attention, là, c'est justement là en ce moment, c'est toutes ces nouvelles applications-là, logiciels, intelligence-là, disrupt le marché. Tu n'as pas le choix de l'utiliser, de t'informer. Le marché, il est en train de changer. Il a commencé à changer, je pense, surtout un peu avec la démocratisation des IA génératives en novembre 2022. Je pense que c'est là qu'on a commencé. Oui, ça a commencé à utiliser. Hey, ChatGPT! Un petit shake comme ça nous a un petit peu réveillés. Et puis là, il y a des transformations qui ont déjà eu lieu, et puis il y en a qui sont en cours, qui sont devant nos yeux, donc c'est à nous aussi, disons, de nous adapter au marché. Clairement. Puis c'est sûr que quand tu parlais des avantages, par exemple, de l'IA, moi, je pense à un exemple assez parlant, c'est le fait qu'avant, peut-être qu'on avait besoin d'un rédacteur, ou de 2 ou 3 rédacteurs, mais on peut réduire, par exemple, pour la création de contenu, on peut réduire ce nombre parce qu'avec les IA génératives, en travaillant quand même de manière, je dirais, assez organisée, eh bien, on peut venir... on n'a plus besoin d'autant de monde en création de contenu. Ben oui. Ben puis souvent, je suis souvent sur LinkedIn, évidemment, on a connecté par ça. Mais il y a des copywriters à leur compte là, qui vont dire, l'IA, vraiment, ça m'a coupé beaucoup de contrats, vice-versa. Mais je pense que le bon discours à avoir, c'est l'IA m'a permis d'optimiser mon workflow, puis d'amener des choses différentes que ce que les autres copywriters n'ont pas fait. Je pense qu'à la place de démoniser ces nouvelles outils-là, finalement, utilisons-les comme pour être plus performants. Bah écoute, moi ça me parle à 100% parce que tu sais, comme je te disais, j'ai fait des études en éducation aux médias. Et l'éducation aux médias, c'est vraiment favoriser le développement de l'esprit critique vis-à-vis des médias, des contenus médiatiques. Et c'est exactement ça. Donc, avoir un esprit critique vis-à-vis de l'IA, c'est comprendre ses avantages, ses inconvénients et qu'est-ce qu'on peut en faire pour s'élever et pour améliorer nos compétences. Et on est en business, notre productivité aussi et la qualité de notre travail. Avant de poursuivre sur l'IA, j'ai une petite parenthèse que je voulais finir tantôt quand on parlait justement de venir au Québec bâtir une entreprise. Je pense que c'est l'accès au crédit aussi qui est intéressant, qui est un petit peu moins difficile
si je me souviens bien, un Français ou peu importe, s'il n'a pas l'argent dans son compte, a difficilement accès à une carte de crédit. Vous avez une carte qui fait les deux un peu, là, si je comprends bien. Ça, c'est, oui, right? surtout c'est la France. Mais la France est un peu une exception, je te dirais, dans le monde. Il y a très peu de pays où le débit et le crédit sont centralisés. Ça, c'est vraiment une particularité française. Ah, tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Okay. Parce que la majorité des pays dans le monde fonctionnent avec une carte de débit, une carte de crédit. Ouais. Ouais, nous, on n'a pas ça chez nous. Ben non, clairement. OK. Ben, tu vois, j'étais sûr que... C'est pour ça que j'étais pas très à ce niveau-là, je n'étais pas dépaysé quand je suis arrivé au Québec. C'était un peu comme chez nous. Mais c'est sûr que l'accès au crédit, comme tu dis, par contre, au Québec, nous, on va jamais voir des compagnies ou des banques qui vont venir, par exemple, dans des écoles pour offrir des cartes de crédit aux étudiants. Ouais, ça, c'est clairement, là, évidemment, c'est le The American Way là, qui est venu transfuser dans le Canada, là. Mais après, tout est j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est d'utiliser ce genre d'outils de manière intelligente et prudente. Si on utilise bien l'outil et qu'on comprend comment fonctionne le système, eh bien à ce moment-là, mais c'est facile de tomber dans le piège et de se retrouver endetté. Ça vient des deux bords. Ouais, puis je veux dire, je pense que malheureusement, on manque énormément d'éducation financière pour les personnes de tout âge. C'est pas quelque chose qu'on apprend à la base concrètement, je trouve, au niveau de notre système d'éducation québécois. Puis malheureusement, ce qu'on se fait dire, c'est c'est à nous d'apprendre ça. Puis oui, je comprends, je veux dire, mais je pense qu'il y a une partie de responsabilité au niveau des parents. Mais si les parents n'ont pas pris, right? Fait que, mais les parents, mais peut-être aussi le système éducatif. C'est ça, oui, exact. C'est parce que moi aussi, en arrivant, j'ai appris sur le tas. J'ai découvert des choses. Et puis le système est quand même différent économiquement, là. Puis non, ça fait du sens. C'est juste d'appliquer des bonnes habitudes financières. On va revenir à nos moutons. Oui. Évidemment, au niveau de l'IA, j'avais une question pour toi parce qu'on parle comment c'est utile, comment c'est performant et tout ça. Vois-tu dans un certain monde des inconvénients au développement de l'IA pour les agences web? Vois-tu quelque chose qui vous dirait ça, c'est peut-être un irritant dans le futur, il faudrait faire attention à ça? C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments auxquels il faut faire attention. OK. Je te dirais que de manière générale, il faut faire attention à tout ce qui est droit d'auteur, plagiat. Plagiat, si on vient parler de création de contenu, c'est sûr que les IA génératives se veulent des outils qui ne font pas de plagiat. Par contre, il faut quand même le vérifier. Hein. On sait que les IA génératives font des hallucinations. Qu'est-ce que tu veux dire, des hallucinations? C'est-à-dire qu'elles vont inventer des faits qui sont pas réels. Ils vont l'écrire, ils vont dire oui, c'est véridique. Tu peux demander même des faits historiques. C'est pas vrai. J'ai assumé, OK. Oui, 100%. Je pense que les IA génératives, elles ont 15% plus ou moins d'hallucinations. En tout cas, les modèles d'il y a quelques mois, peut-être que ça s'est amélioré là plus récemment avec les derniers modèles qui sont sortis. Mais oui, il y a quand même rien que sur des faits historiques, parfois on peut demander des faits historiques et l'IA va inventer plutôt que... Oui, ça arrive. Il faut être vigilant, faut quand même... Oui. Mais c'est comme, tu vois, ça revient à l'esprit critique et puis que ce soit avec l'IA ou même de la recherche sur Internet, il faut croiser ses sources, il faut vérifier l'information. Et c'est un comportement qu'il faut garder parce que c'est ça. Donc, je te parle de plagiat, droit d'auteur. Mais après, c'est sûr que pour le monde de l'agence web, il y a tout je dirais, cette nouvelle tendance de vibe coding qui est donc de création de sites web avec IA, où on n'a plus besoin de développer en tant que tel. Je veux dire, d'avoir de grosses compétences en développement ou d'avoir deux développeurs. Toujours, bien sûr, toute proportion gardée par rapport au projet qu'on va avoir. Dans le sens que, c'est sûr, moi, je ne suis pas un expert là-dedans du tout. Je suis quand même intéressé parce que c'est quelque chose, comme on parlait de bouleversement du marché, c'est quelque chose qui se passe devant nous. Ce que j'ai entendu, c'est que le vibe coding, ça peut potentiellement, quand on ne sait pas développer, remplacer un développeur junior. Aujourd'hui. Est-ce que c'est réel en ce moment? C'est réel. Maintenant, je dis ça, mais c'est toute proportion gardée. Et puis, je pense que c'est toujours bien d'encadrer les IA de manière générale. Et puis, d'avoir un développeur qui utilise ces outils, ça va être plus efficace. Parce que l'IA va faire des erreurs. Parfois, on va se retrouver face à des bugs. Si on est face à des bugs qu'on ne sait pas régler et qu'il faut trouver un moyen de le régler avec l'IA, ça peut vite devenir chronophage. On peut vite se retrouver dans une situation où on perd beaucoup de temps à régler des bugs. Finalement. Et peut-être que c'est mieux de savoir développer, de pouvoir venir corriger certains bugs ou en tout cas guider l'IA. Mais voilà, comme
comment dire, c'est encore tout frais tout ça. Donc c'est sûr que c'est difficile. Je veux pas arriver en disant ça c'est la situation. C'est des choses qu'on découvre en ce moment. Donc il faut quand même rester, je pense, prudent et attentif à ce genre de. Puis parce que j'allais dire dans le futur, mais dans le présent, c'est quelque chose qui se passe. Un dev junior, qu'est-ce qu'il peut faire pour se démarquer? Bon, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que je pense que de plus en plus, ça ne va pas être des compétences techniques qui vont faire en sorte qu'on se démarque. Oui, c'est une tendance. Je l'ai vu à différents événements où je suis allé récemment au Forum Visé à Sainte-Agathe, au manoir de Sainte-Agathe. C'était un événement qui était organisé par la Chambre de commerce du Cœur des Laurentides et la Chambre de commerce de Saint-Adolphe d'Howard. Et en gros... ce qu'on a vu, c'est que les entreprises on était plus ou moins 80 participants. Et en gros, à un moment, on a fait, si tu veux, j'ai oublié le nom de l'outil, mais il nous permet en fait d'interagir directement avec les intervenants de la conférence. Donc, par exemple, on a posé la question, quelles sont les compétences que vous recherchez le plus aujourd'hui ? Et la majorité des gens ont mis en fait des soft skills en réponse. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui va permettre de se démarquer ? Je pense que c'est le savoir-être et puis la capacité d'être à l'écoute et s'adapter qui va pouvoir faire la différence, tu vois, plus que le savoir-faire, j'ai l'impression. C'est d'aller plus loin que la compétence technique. D'avoir des compétences humaines, de développer, parce que peut-être qu'historiquement, on pouvait s'asseoir sur ses lauriers parce que c'était des compétences qui étaient peut-être difficilement accessibles d'apprendre ça. Et on était jugé, valorisé par rapport à ces compétences-là. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les compétences, les compétences techniques, si on a des lacunes, on peut soit se former, si on a le savoir-être qui va avec, soit utiliser des IA pour combler certaines lacunes, par exemple. Non, c'est hyper intéressant. Puis on va tomber dans le sujet qui suit, concernant ton entreprise. Tu veux me faire une brève description de vos services, peut-être celui qui est le plus plaisant à offrir au niveau de la clientèle, ce qui vous démarque. Fait que je te laisse pencher pour ça. C'est sûr qu'au niveau de nos services, Cassiopeia, déjà on a comme objectif d'optimiser la visibilité des entreprises canadiennes et québécoises sur déjà le web. Donc ça, c'est la mission, le mission statement un peu. C'est ça. Puis pouvoir donner en fait des outils aussi pour que les entreprises soient crédibles. Donc là, pour rejoindre un peu nos services, le premier outil qu'on va donner aux entreprises, c'est les aider soit dans la refonte de leur site web ou la création de leur site web. Donc, on fait notre service premier, c'est vraiment la conception de site web. Après, avec le temps, on s'est dirigé vers le web marketing, la promotion de site web et la consultation web. C'est pour ça qu'on fait du référencement payant, du référencement naturel. On offre des services d'hébergement de sites web. Et aussi de la migration de site web, migration d'adresse courriel, ce genre de service. Dans le contexte de bâtir un site web de toutes pièces, qu'est-ce que tu penses des outils facilitateurs comme... j'allais dire WordPress, mais WordPress est très, très bien optimisé. Là. Mais si on prend Wix, par exemple, ou Squarespace, comment tu juges ces outils-là, disons, pour un site web professionnel? J'aime beaucoup ta question. J'aime vraiment ta question. Je vais commencer par dire que nous, WordPress, c'est l'outil qu'on utilise le plus aujourd'hui parce qu'il nous permet d'être compétitif sur le marché et de répondre, je te dirais, aux besoins de la majorité des PME. Non, c'est très, très bon pour eux. Puis on arrive à avoir d'excellents résultats. Puis tu sais, on utilise aussi d'autres technologies, donc ça va vraiment dépendre des besoins. Mais par exemple, quand tu me parles d'autres CMS, par exemple comme Squarespace, Wix, mais déjà, moi, la différence que je fais entre ce genre d'outils et WordPress, c'est le côté... WordPress est open source. Exact. Wix, Squarespace est propriétaire. Et là, moi, il y a une question que je pose toujours aux clients, c'est philosophiquement, veux-tu être propriétaire ou veux-tu être locataire?
Oh, pense pas à ça, c'est vrai. Écoute, c'est la première question que je pose aux clients parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que quand tu es locataire, c'est comme avec un appartement, tu es locataire ou d'une maison, il y a certaines responsabilités qui viennent au propriétaire. Toi, tu payes ton loyer. Tu n'as pas, disons, certains frais d'entretien, par exemple, ou le besoin d'héberger ton site web. Mais tu es à la merci aussi de ton propriétaire. Donc, s'il veut... Exactement. S'il ferme, ben, tu perds ton site. Tu peux toujours extraire ton code, mais une fois que tu extrais ton code, pouvoir l'éditer, c'est une autre question. Il n'y a aucune garantie que tu puisses héberger où tu veux ou éditer ton code lorsqu'il vient d'un Wix ou d'un Squarespace. Puis j'ai utilisé Wix dans mes débuts jusqu'à temps de transférer vers WordPress, qui fait beaucoup plus de sens. Là. Mais il t'offre tout là, pour simplifier, dans le sens tu as le site web, tu as l'hébergement, tu as la boîte courriel si tu veux, d'autres fonctionnalités. Ils sont très forts. Mais je veux dire, du moment que tu veux switcher, là, ça devient très, très compliqué. Puis je pense que tu as beaucoup moins de liberté aussi. Le site web était extrêmement lent. À la limite que tu mets une vidéo ou une intégration C'était il y a combien de temps? Quelques secondes. C'est très long. Non, mais je veux dire, mais il y a combien de temps que tu avais un site Wix? Dans mes débuts, là, ça fait quoi? 5 ans, là, dans mes 2 premières années. OK. Oui, parce que Wix, quand même, je trouve c'est bien amélioré. Moi, une grosse lacune que je voyais, c'était au niveau du multilingue. Il y avait des grosses lacunes au niveau du multilingue. OK, la traduction, tu veux dire? Oui, exactement. Okay. D'avoir, par exemple, un site en français et en anglais. Ta langue principale, c'était correct, mais après, pour la traduction, c'était un peu plus compliqué. Il fallait ajouter soit des applications, puis maintenant, ils l'ont intégré de manière plus native. Et puis avoir la version aussi mobile qui... Mais tu sais, je sais que c'était assez early là, quand je travaillais là-dessus en 2020, 2019. Après, je pense pas que ce soit parfait non plus maintenant. Puis je pense pas qu'il y ait d'outils parfaits non plus, tu vois, à ce niveau-là. Mais il faut être conscient des différences et des responsabilités qui viennent avec les outils. C'est pour ça que parfois j'ai des clients qui viennent vers nous, qui viennent vers nous et qui nous disent bon, mais voilà, on a un site Wix, est-ce qu'on peut travailler avec? Oui, on peut travailler avec. Par contre, on risque d'avoir des limitations dans le futur. Par contre, pour tes objectifs, c'est là que je reviens à la question. Quels sont tes objectifs? C'est quoi tes objectifs à court ou moyen terme avec ton site web? Comme ça, on voit si techniquement, on va pouvoir atteindre ces objectifs-là. Sinon, on va se diriger, par exemple, vers une autre technologie. Veux-tu prendre un exemple d'un de tes clients, justement, qui t'a expliqué explicitement ses objectifs pour répondre à cette question-là? Long terme, court terme. Écoute, je vais te parler par exemple d'un client avec qui j'ai commencé à travailler très récemment, qui est chiropraticien. Et puis lui, au vu de ses objectifs, c'est sûr que moi, intuitivement, je lui aurais bien proposé une refonte et de partir sur un site WordPress parce que de par les compétences qu'on a à l'interne avec l'équipe et des objectifs de promotion, je suis sûr qu'on pourrait avoir de très bons résultats avec WordPress. Par contre, avec son site Wix, on est capable d'apporter des résultats aussi. On est capable, par exemple, lui, il met en place en fait vraiment un club et donc il veut vraiment s'élargir. Là, il est très local dans les Laurentides. Maintenant, il veut s'élargir au Québec. Mais on a évalué. Est-ce que c'est possible d'atteindre, si tu veux, ses premières aspirations de grandir. Et oui, c'est possible. Et puis surtout, l'objectif, ça va être de lui générer du revenu. Et puis le jour où il y a assez de revenus, là, le choix de la technologie, il est vaste. Une fois qu'on a les moyens de se payer une technologie, ça résout un problème. Je préfère, tu vois, apporter des résultats, donner les moyens à l'entrepreneur de pouvoir faire le choix après, justement, il commence en étant locataire. Peut-être que ça va être un choix on va dire, à court, moyen terme, et puis qu'il deviendra propriétaire s'il est à l'aise avec ça. Et puis, mais comme tu dis, les objectifs aussi du site, de comment on va l'utiliser, ou le user qui va tomber sur le site web, à savoir est-ce que c'est transactionnel, est-ce que c'est purement informatif, est-ce que c'est pour prendre des rendez-vous, est-ce que c'est juste un front page, un landing page, je sais pas. Mais c'est différentes fonctionnalités. Puis, parlant du sujet du site web transactionnel, il y a Shopify qui rentre dans l'eau. Acteur majeur quand même, canadien.
Ouais, aussi, c'est cool. Puis je me demande, est-ce que c'est un outil aussi performant qu'on l'estime au niveau transactionnel ou WordPress, au contraire, peut être bâti plus intelligemment? Je sais pas. Cette capacité-là... C'est vraiment, pour moi, quelque chose qu'il faut voir au cas par cas. Shopify, je pense, est un outil très performant qui a fait ses preuves sur le marché. On a plusieurs clients qui l'utilisent. Cool. Et même, j'ai été étonné, j'ai un client qui est arrivé un jour avec un site web qui voulait faire de la promotion et qui avait, lui, il a un site Shopify, mais il n'est pas transactionnel. OK. C'était assez étonnant, mais je pense que Shopify est un bon outil. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, et puis c'est valable aussi dans certains cas avec des sites WordPress, il faut faire attention à ce qu'on veut mettre en place comme fonctionnalité. Ouais. Parce que plus on va vouloir quelque chose de complexe, plus avec Shopify, ça va vite coûter cher. OK. Donc, il offre la possibilité, mais il faut débourser. C'est-à-dire que tu vas devoir installer possiblement plus d'extensions, des extensions que tu payes au mois. Que souvent tu payes en dollars US, donc c'est sûr que ça monte vite. Le portefeuille prend mal. Ouais. Et là, l'avantage, par exemple, d'un site, puis si tu dois développer sur du Shopify des fonctionnalités, on va dire custom personnalisées, ça peut te coûter parfois plus cher que si tu avais à le faire sur un site WordPress dont tu es propriétaire. Puis ça rejoint un peu le côté philosophique. Est-ce que je veux investir dans du développement personnalisé sur un site WordPress ou une autre technologie comme par exemple du React et du Next.js dont je vais être propriétaire, que je vais héberger et dont je vais être responsable aussi, ou bien est-ce que je veux avoir un service un peu plus clé en main où mais je vais payer pour être locataire et donc avoir moins de responsabilités. Mais ça, c'est difficile, tu vois, il n'y a pas vraiment du mal à apporter, tu vois, une réponse claire parce qu'en fait, ça dépend un petit peu du besoin et puis ça dépend avec quoi est-ce qu'on est le plus à l'aise. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec le fait d'être propriétaire. Clairement. Par contre, le fait d'être locataire et d'utiliser une plateforme propriétaire, c'est comme Wix, Shopify. Dans certains cas, c'est une bonne solution. C'est une bonne. C'est un questionnement que aussi je me suis posé, à savoir pour le contenu du podcast, j'aimerais l'héberger justement sur une place qui est propriétaire. Donc, on commence à le faire, mais juste les plateformes des réseaux sociaux aussi, c'est une forme de locataire, mais les yeux sont là. Fait que c'est un choix. Quand tu dis hébergement sur quelque chose de plus propriétaire, WordPress, dans le sens de republier mon contenu, fait que ce soit, disons, une bibliothèque de mes podcasts, de mes épisodes. De chercher par catégorie, puis d'aller l'écouter directement. J'espère. Fait que là, je commence à brainstormer sur comment le faire. Pas moi, mais avec un dev, mais... Ouais, fait que je pense que ça serait ça l'option, c'est de mettre de l'avant davantage plus que juste sur YouTube et Spotify, mais vraiment d'avoir mon propre ownership de publication de ces vidéos-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le contenu qui va être sur ton site web va être différent de ce que tu vas mettre sur YouTube? Non. Non, ça va être le même contenu? Ouais. Au niveau de... ça serait comme un repartager la bibliothèque ou accéder à ce contenu-là. OK. Donc, est-ce que... c'est sûr que tu peux afficher le contenu, mais... La question que je me pose, c'est est-ce que le fait de l'héberger toi-même, quel avantage tu vas avoir, par exemple, par rapport au fait, si c'est le même contenu surtout, quel avantage tu vas avoir par rapport au fait d'avoir ton contenu sur YouTube et de l'afficher sur ton site web? Parce que tu pourrais... sinon on peut juste dédoubler puis mettre le lien YouTube dans le sens rendu là. Ou un aperçu. En ce moment, c'est ça, j'ai des screenshots ou puis des liens des capsules. Je veux dire, par exemple, tu vois des embeds où tu peux avoir directement le player sur ton site web et tu peux quand même catégoriser ton contenu. Comme ça, par exemple, tu as une catégorie de podcasts où chaque podcast a sa propre page et tu peux apparaître avec chacun des podcasts sur Google, par exemple. C'est ça. Non, mais ça serait pertinent. Puis, tu sais, ce que j'avais pensé aussi, c'est justement, mettons, de faire du contenu différent sur le site web, de le publier, c'est de le rendre exclusif, un peu comme un Patreon. Mais, tu sais, vraiment pour le site web. Ça se fait, du transactionnel, c'est clairement... Ça se fait, on en parlera. Non, mais ça sert à ça aussi, on crée des opportunités ensemble. C'est pour ça que ma première question, c'était est-ce qu'il va y avoir du contenu différent, tu vois? Ouais. Ben, s'il n'y en a pas... c'est ça fait du sens. Écoute, ma prochaine question, on parle de réseaux sociaux, on parle de site web. Comment tu vois la pertinence du site web dans les
dans les prochaines années. Avec, évidemment, l'importance des réseaux sociaux, comment ça va se développer, les nouvelles technologies, la consommation du contenu des gens. Parce qu'on dirait que j'entends de plus en plus ce discours-là suivant. J'ai pas besoin d'un site web. J'ai une très grande communauté. Ma clientèle elle passe tout simplement sur mon Instagram. C'est mon front page, c'est ma visibilité. J'ai pas besoin de payer, de débourser X nombre de $1000 pour faire un site web. Je dis pas que je suis en accord avec ça. C'est des choses qu'on entend. Oui. Comment tu vois ça? C'est quoi l'utilité d'un site web qu'on prend at large, là, le mission statement d'un site web, disons? Écoute, encore une fois, je pense que c'est une bonne question parce que ça revient au côté qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Ton site web, ou au moins le contenu, en fonction des plateformes qu'on va utiliser, au moins le contenu t'appartient. C'est ton contenu, c'est ton site web. Les médias sociaux, oui, c'est ton contenu. Par contre, si la plateforme, si Instagram décidait, ça ne sera sûrement pas le cas, mais décidait de devenir payant demain et qu'on n'a plus accès à nos comptes si on ne paye pas, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu as toute ta communauté, mais ce que je veux dire par là, c'est parce que c'est fort peu probable que ça arrive, mais quand même, c'est eux qui dictent les règles. Donc là, je parle de prix parce que c'est ce qui est peut-être plus évident, mais ils pourraient faire des changements de règles et faire en sorte qu'à partir de maintenant, ils décident de changer les règles du jour au lendemain et que finalement, tu dois leur payer des commissions. Enfin, j'invente un petit peu, mais on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est important de au moins être conscient de ce qui nous appartient. Et le site web, c'est une chose qui encore peut nous appartenir. Exact. Au moins le contenu. Et ça a au moins le potentiel d'être ta vitrine, tu vois. Puis je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas parlé. C'est l'aspect sécurisé. Puis les réseaux sociaux, dans le sens, si tu te fais hacker demain matin, ta page a 50 000, 100 000 abonnés. Ça, c'est dangereux. C'est un très bon point. Tu peux supprimer ton contenu. C'est des choses qui peuvent arriver. Et si ton business model, ton entreprise soutient beaucoup d'argent à travers les réseaux sociaux, puis que c'est ta seule source de revenus, disons, ça devient un gros coup, ça devient très, très dangereux. Là. Exact. Et puis, c'est ça, au moins avec ton site web, surtout si tu as un plan de sauvegarde et de sécurité, parce que se faire hacker, ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité. 100%. Je pense que surtout, tu vois, nous, dans le domaine des agences web, si on dit qu'on n'a jamais été hacké ou qu'on n'a jamais eu de clients qui ont été hackés, pour le peu qu'on ait de l'expérience, je pense que ce serait un petit peu mentir. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde parce que voilà, les hackers, ils cherchent des vulnérabilités. Ils vont chercher des vulnérabilités de manière aussi automatique. C'est pas parce que on représente pas un gros intérêt qu'on n'a pas de risque de se faire hacker. Maintenant, c'est ça, avec un plan de sauvegarde, au moins, si tu as une sauvegarde de ton site web, même si tu te fais hacker, tu peux repartir assez facilement avec quelque chose, une image que tu contrôles et encore une fois, tu n'es pas à la merci d'une plateforme. Et puis, il y a un autre point aussi qui est quand même en lien avec, je te dirais, tout ce côté un peu marketing qu'on contrôle aussi et que parfois on a tendance, je pense, à oublier. C'est tout le côté un peu email marketing CRM. Ton CRM, ta liste, l'outil que tu utilises ne t'appartient pas. Soit tu as un compte gratuit, soit tu payes pour l'utiliser. Par contre, la liste des clients ou la liste des contacts que tu as, elle t'appartient. Ça, c'est un autre actif que parfois on oublie un petit peu. À sécuriser, mais qu'on oublie que c'est quelque chose qui nous appartient, contrairement à un profil sur des médias sociaux qui peut vite nous glisser entre les mains. Je pense que oui, puis je veux dire, si on prend plus at large, un entrepreneur qui veut se démarquer, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer juste avec une page Instagram, mais en même temps, est-ce que tu veux ressortir du lot, être différent? Moi, je pense qu'un site web qui est bien fait, ça solidifie ta réputation, 100%. Ta notoriété. T'es établi, t'as mis de l'argent, t'as investi dans ton site web. Tu sais, je pense que les médias sociaux, c'est bien pour créer une communauté et tester un concept, valider un concept, valider est-ce que mon idée, mon projet... Est-ce qu'il est viable? Est-ce que j'ai un minimum d'intérêt avant, par exemple, d'investir dans la création d'un site web? Même si aujourd'hui, il y a quand même une certaine démocratisation, je pense, par rapport à il y a quelques années où les prix sont plus les mêmes.
Oui, puis des fois, il y a des nouvelles discussions que tantôt tu disais peut-être que Facebook et Instagram vont commencer à charger un abonnement pour publier ton contenu, à savoir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent tirer de l'argent de ce contenu-là. Fait peut-être que ça va être une réalité, donc il faut être prêt à cette éventualité-là. Puis si tu n'es pas d'accord à payer ça, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Mm-hmm. C'est quoi ton alternative? Tu fermes tout? Puis moi, c'est juste une hypothèse, hein. Ça n'arrivera probablement pas. Mais... Ou un nouveau réseau social, je veux dire, qui prend de l'envigueur, puis qui va commencer à charger. T'sais, tout est possible. Il faut juste être peut-être planificateur puis avant-gardiste. Puis ça reste un investissement dans ton entreprise qui est vraiment, vraiment pertinent encore, évidemment, en 2026. Parlons un petit peu plus à l'interne. Vous êtes combien en ce moment, Cassiopeia? Écoute, nous, on a un mode de fonctionnement un petit peu, je dirais, pas classique. OK. Pas classique. Ça, c'est quand même... je dirais qu'avec la Covid, ça s'est pas mal plus vu qu'avant. Mais donc, on n'a pas de bureau en tant que tel. Okay. Et nos équipes sont un peu dispersées. Ouais. Donc, on a eu des employés à l'interne. Là, en ce moment, je n'en ai plus. C'est un choix que j'ai fait, je te dirais, depuis environ 1 an. Okay. Mais on a un réseau de collaborateurs qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Très cool. Notamment des collaborateurs et des partenaires au Québec. Ouais. On est en partenariat avec 2 agences, une agence SEO et une agence marketing performance à Montréal. On a des collaborateurs au Maroc avec qui on travaille depuis de nombreuses années, en fait, depuis quasiment le lancement, je dirais, de la compagnie. Des collaborateurs en France, et puis on a développé aussi des partenariats en Belgique et en Italie. Très cool. Wow. Notamment un studio de VR. Puis comment on prend cet exemple-là, c'est super cool. Comment vous implantez ça dans votre offre de service ou votre collaboration en fait avec eux? C'est sûr que nous, on a par exemple apporté un soutien au studio de VR dans le développement de ces sites web, puis sous forme de consulting, formation. Et puis eux nous ont aussi formés, initiés un petit peu au monde de la VR. On a eu l'occasion de tester des jeux qu'ils ont développés eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ont aussi bien un studio de réalité virtuelle où les gens peuvent aller en fait jouer, tout simplement. Faire diverses activités, enterrement de vie de garçon, team building, ce genre de choses. Mais en plus de ça, ils développent. Donc nous, on a eu l'occasion de tester en avant-première certains jeux quand on allait sur place. Et comment est-ce que ça s'inclut dans l'offre de service? Écoute, c'est une bonne question pour l'instant. C'est sûr que nous, on ne fait pas du développement de jeux VR. Par contre, c'est sûr que si jamais on aurait quelqu'un, disons, à référer dans ce domaine, c'est sûr que, comme je te dis, comme on a testé, qu'on les a accompagnés, qu'eux nous ont formés aussi, c'est sûr qu'on pourrait les référer. Moi, je pense qu'à travers les années, c'est un excellent partnership à faire avec eux, parce qu'avec le casque que Apple a sorti, évidemment, les VR existent depuis les années 2010, mais optimisé comme le casque VR de Apple, avec toute la suite, avec ton MacBook, avec ton cellulaire, d'avoir vraiment une belle utilisation, d'avoir un workflow qui est vraiment performant. Je pense qu'on s'en va vers ça sur le futur de comment on travaille dans le quotidien plutôt que d'avoir notre bureau ici. Là. Par exemple, là, tu t'en vas dans un café, puis là, tu mets tes écouteurs, puis là, tu es dans ton environnement. De travail. C'est impressionnant. Fait que pour faire un lien avec le site web, peut-être qu'il va y avoir, maintenant, là, évidemment, depuis un bout, l'adaptation avec le site web mobile. Peut-être qu'on va avoir une adaptation pour le site web avec le casque VR, pour adapter avec le UI ou l'utilisation du OS, je sais pas. Pourquoi pas? Moi, je pense que cette opportunité-là aussi, le développement. C'est sûr que nous, tu vois, avoir des contacts un peu dans différents milieux comme ça, c'est sûr que ça va nous permettre de voir un petit peu quelles sont les tendances, est-ce qu'il y a de nouvelles opportunités, et puis on va rester à l'écoute. Et... Moi j'ai un petit rêve d'enfant depuis longtemps, depuis que le VR existe, je me suis dit, peut-être que dans un monde où, évidemment, le studio podcast physique, mais dans un studio podcast virtuel, faire ces enregistrements-là d'une aussi bonne qualité, mais faire, mettons, un podcast avec quelqu'un qui est en France ou internationalement, mais de le faire dans un environnement qui, à travers des numériques, qui est aussi bien connecté que si on le faisait en présentiel. C'est comme quelque chose qui serait vraiment incroyable à vivre et à développer. Là. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être cool. Oui, et puis mine de rien, quand même, les outils qui sont disponibles aujourd'hui nous ont beaucoup aidés, parce que c'est comme ça qu'on a pu aussi
créé l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, avec un réseau de collaborateurs qui est un petit peu partout, parce que même avec les collaborateurs qui sont au Québec, nous, on est dans les Laurentides, nos collaborateurs ou partenaires sont, par exemple, à Montréal. Pour des rencontres clients, souvent, c'est plus simple de faire des visioconférences. Puis, c'est une chose qui, je pense, au début de l'entreprise et avant la COVID, les gens étaient moins habitués à ça. C'est moins commun, hein? Je pense que le visio, les rencontres. Exact. Ça se faisait, mais c'est sûr que les gens étaient quand même, je pense, plus attachés que maintenant au contact physique, puis les rencontres en personne. Je pense que c'est quand même quelque chose qui reste important, mais la majorité du travail et puis la majorité des échanges peuvent quand même se faire à distance, et c'est un gain en efficacité. Tellement. Puis en même temps, ça vient aussi... si je prends encore l'exemple du podcast, il y en a beaucoup qui vont... parce que c'est accessible et plus facile au niveau du temps puis de la production de le faire à distance. Mais évidemment, je pense que, mis à part l'enjeu de qualité de vidéo et tout ça, tu as la connexion humaine qui est importante. Donc, plus on s'en va dans un futur où on est à distance, on est un petit peu plus indépendantiste, plus on va valoriser ces connexions humaines-là en présentiel parce qu'on va en avoir moins. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, cette valeur-là qui va rester. Oui, et puis prendre le temps. Prendre le temps de passer du... C'est un peu drôle à dire, mais prendre le temps de passer du temps avec les gens. Prendre le temps, oui. Parce que j'ai l'impression qu'on va parfois tellement vite. On va, justement, quand on est à distance, on va d'un appel à l'autre, d'une réunion à l'autre, et puis on oublie de prendre le temps avec les humains qui sont en face de nous. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Et quand on décide de prendre le temps, le faire réellement, tu vois, comme aujourd'hui. Prendre le temps, puis je veux dire, on n'est pas timé là, de 1 heure pile, là, ça peut être plus 15 minutes, plus 20 minutes. Ça dépend de notre jasette, puis si c'est plutôt, peu importe, mais c'est ça, c'est de s'adapter, je pense, puis d'être humain. Au bout de l'année, on n'est pas des robots, puis c'est pas le fun de développer une relation qui est justement à la minute près. Là. C'est pas authentique. Puis si on prend l'exemple du monde des affaires, c'est là qu'on développe les meilleures relations, je pense. D'entretenir ces relations-là aussi long terme. C'est cool. Parlons justement de l'importance aussi de s'impliquer dans du réseautage dans notre communauté, parce que c'est une chose de faire affaire avec des clients, de les rencontrer en visio, mais il faut entretenir aussi long terme dans d'autres contextes ces relations-là, en les invitant dans un 5 à 7, un déjeuner, juste, ou de les encourager dans X nombre de projets. Puis ça fait partie de ces choses-là, le réseautage. Donc, parlons un petit peu de l'importance de ça dans ton entreprise, puis toi personnellement en fait. Je te dirais que c'est quelque chose qui a pris de l'importance, surtout dans les 2 dernières années. Okay. J'avais la volonté, il y a plus ou moins 1 an et demi, d'aller vers les gens. Justement, on parlait, on a passé quand même beaucoup de temps justement à distance, d'aller d'appel en visioconférence en appel en visioconférence. Mais par contre, je me suis dit, on rencontre quand même certains clients en personne, bien entendu, mais... C'est intéressant, je pense, de développer son réseau professionnel autre que par un bouton ajouté dans mes relations, d'aller à... tu vois ce que je veux dire? D'aller à la rencontre des gens et d'être un petit peu, je te dirais, réceptif et à l'écoute d'opportunités. Donc, depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, j'ai vraiment eu cette volonté déjà de m'impliquer localement. Très cool. Okay. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive à Saint-Adolphe-d'Howard en fin 2020 et j'avais l'impression que j'avais besoin de construire une certaine crédibilité, d'être là depuis un peu plus que 6 mois et dire bonjour tout le monde, comment ça va? Non, mais de faire mes preuves, tu vois, d'une certaine façon. Ok, je comprends. D'avoir des clients dans la région, d'avoir quelque chose à montrer. En fait, c'est ça, de construire une certaine crédibilité. Et ça m'a poussé... Lorsque je me suis, il y a plus ou moins 1 an et demi, quand je me suis senti prêt, que j'ai dit, là, c'est le moment d'agir parce que il faut élargir le réseau et il faut aller à la rencontre de personnes. C'est là que j'ai décidé de rejoindre la chambre de commerce chez nous. Je te dirais que, à la base, c'est comique, c'est que j'étais surtout intéressé à avoir être présent dans le répertoire de la chambre, avoir un lien, et puis voir. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très bien accueilli dans la communauté d'affaires. Okay. J'ai rencontré beaucoup de monde et au bout de 6 mois, en fait, je me suis retrouvé à être membre du conseil d'administration. Wow.
Et puis, cool. on m'a un petit peu, je dirais, on m'a donné un petit coup de pied dans les fesses et on m'a proposé comme vice-président. C'est comme ça que j'ai accepté, disons, ce rôle-là et que je me suis impliqué vraiment dans le conseil d'administration de la Chambre. Est-ce que ça vient rechercher un petit peu ton why d'être en affaires, de t'impliquer bénévolement dans cette chambre-là? Oui. Oui, et puis, tu sais, il y a aussi un côté être impliqué bénévolement, puis d'être conscient de ce qui se passe dans son environnement. Parce que on est quand même dans une société assez individualiste. Si on veut rester dans sa bulle, on peut rester dans sa bulle très longtemps. Moi, je me suis dit, bon, au bout de 4 ans d'entrepreneuriat, ce serait bien de sortir de sa bulle, et comme je me répète un petit peu, mais d'aller vers les gens. Oui, et pour moi, c'était ça, et de comprendre qu'est-ce qui se passe localement, quels sont les acteurs, quelles sont bien sûr les opportunités d'affaires, mais comment qu'est-ce que je peux aussi apporter à la communauté dans laquelle j'évolue. Et tu sais, je trouve que ce qui est intéressant, par exemple, avec la Chambre de commerce chez nous, et puis l'environnement et la communauté d'affaires, c'est que comme on s'entend, c'est pas Montréal, on est un village où on a environ 4000 habitants. Quand même, près de 400 entreprises à Saint-Adolphe-d'Howard, c'est près de 10% de la population, ce sont des entrepreneurs. C'est quelque chose puis est-ce que c'est juste Saint-Adolphe-d'Howard ou ça vient chercher d'autres d'autres villes à proximité? On est vraiment, la Chambre est vraiment limitée, je dirais, au territoire de Saint-Adolphe. Ouais, donc c'est un gros pourcentage, là. Oui, c'est un gros pourcentage de la population. Très cool. C'est ça, il y a presque 10%, je te dirais, de la population qui sont des entrepreneurs. Donc on aime ça voir ça. Ouais. Puis on le sait pas forcément, à part tant qu'on ne sort pas justement de sa bulle et qu'on ne va pas à la rencontre des organismes. Tu sais, c'est des informations que nous, on s'en est rendu compte avec la SADC des Laurentides, qui nous a rencontrés et qui nous a fourni ce genre de données, et on n'aurait jamais... Moi, je pensais pas, tu vois, parce que tu te balades à Saint-Adolphe. Saint-Adolphe, c'est un grand territoire déjà. Oui, tu as le noyau villageois, et puis tu te dis, bon, mais qu'est-ce qu'il y a à Saint-Adolphe? Il y a que des chalets, mais non, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et c'est ça qui est intéressant. Je veux pas perdre le fil, ta question. Oui, je pense qu'on parlait plus de l'impact du réseautage, puis je pense qu'aussi sur ta vie personnelle, peut-être aussi de faire des connexions humaines, de bâtir ça, ce réseau-là. Oui, puis c'est sûr que, tu vois, c'était un défi aussi de venir donner de l'aide à la Chambre, notamment pour améliorer sa visibilité. Okay. Et puis tu parlais de territoire, mais justement, nos enjeux, c'est... on est une chambre indépendante, mais on veut collaborer. Avec les autres? On veut collaborer avec les autres chambres, oui. Puis pourquoi c'est un enjeu? Pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'on est une petite chambre. OK. Puis, tu sais, c'est comme je te parlais un peu pour Cassiopeia, construire la crédibilité au fur et à mesure des années. Ben là, avec la chambre, c'est un petit peu aussi, tu sais, de rester, pas que la chambre n'est pas crédible, mais de rester un acteur local crédible. Et ça tu sais, comme tu l'as dit, je suis bénévole. Donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux aussi de temps, de disponibilité. Mais on veut que la Chambre reste un acteur à jour, tu vois, et en phase avec les défis actuels, dont certains dont on a parlé un peu plus tôt. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est tu sais, qu'on doit toujours travailler pour garder, bien sûr, une bonne image. Garder une bonne image auprès des autres acteurs du milieu, que ce soit les autres chambres, que ce soit la MRC. Et en plus de ça, c'est rester un acteur crédible pour les entrepreneurs. Parce qu'au final, si on caricature un petit peu, la Chambre de commerce, c'est un petit peu comme le syndicat des entrepreneurs. C'est vrai? Oui, c'est un peu leur ordre professionnel. Mais oui, puis ça permet tellement d'opportunités. Juste, on parle, tu sais, bon, les gens associent réseautage à aller chercher de la clientèle. Je pense que ça fait partie de la chose, mais est-ce qu'il faut absolument se baser là-dessus? Je pense pas. Je pense que c'est un échange d'idées, c'est un brainstorm, c'est des connexions humaines, tu sais, un réseau que tu bâtis, puis juste l'implication aussi, ça vient chercher ton why, comme je disais tantôt. Est-ce que tu veux faire peut-être un petit appel à tous, à savoir les autres chambres de commerce? Est-ce qu'il y a des chambres de commerce que tu dis ça serait vraiment pertinent qu'on commence une première collaboration avec eux? Là, moi, je rencontre la semaine prochaine la DG et le président avec notre président de la Chambre. On va rencontrer
donc la DG est le président de la Chambre de commerce de Saint-Sauveur. Nice. Ils sont dans la même MRC que nous. Bon. Donc là, pourquoi pas? Oui, on vient. On est très ouvert à la collaboration. Puis je suis en contact aussi avec le DG de la Chambre de commerce de Wentworth. Puis, très cool. Ouais, mais on est tous là pour s'entraider puis se monter vers le haut. On est des entrepreneurs dans chaque région. Mais... Et puis je fais pas ça tout seul. On a quand même, un CA avec des personnes vraiment de qualité. Donc c'est ça. Puis je suis juste le vice-président, dans le sens qu'il y a quand même une présidente et puis il y a d'autres membres du CA. Donc tout le monde amène un peu sa pierre à l'édifice. Puis juste pour faire un peu une parenthèse, tu vois, quand on parle de crédibilité, récemment, ce qu'on a souhaité faire, c'est se remettre un petit peu, d'une certaine façon, sur la map et dans le cœur, je te dirais, des Adolphins, c'est avec une rencontre électorale. On avait, pour la première fois depuis, je te dirais peut-être 8 ans, une vraie... confrontation, mais en tout cas une vraie campagne électorale municipale à Saint-Adolphe. Et on a organisé en fait une rencontre. On permettait aux équipes de se rencontrer et d'exposer. Alors, j'utilise le mot rencontre et pas débat parce qu'en fait... Est-ce que c'est un peu un débat des chefs, mais pas débat? Pas débat. Okay. On a voulu éviter... on est quand même, tu sais, en tant que chambre de commerce, on est apolitique. On ne peut pas prendre parti. On est neutre dans ça. On travaille avec tout le monde. Peu importe qui gagne, on va travailler avec les gens, avec les élus. Puis on a eu un maire élu, puis le conseil municipal, c'est un conseil municipal entre guillemets mixte. Il y a eu des membres des deux équipes qui ont été élus, mais tout ça pour dire qu'on a organisé cette rencontre électorale. Ça a été vraiment un Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un peu les réactions? Est-ce que ça a eu un petit peu dans... Ça a très bien été. On a eu, je crois, presque 80 personnes à la rencontre, donc c'était quand même bien. Puis c'était tôt le matin, samedi matin. Quand même. À la base, on faisait ça vraiment... pour nos membres, puis on a décidé d'ouvrir un peu à tout le monde et à la population. Quelle bonne idée. Puis un appel à la population aussi, aux citoyens. C'est hyper important de s'intéresser à ça. C'est local, c'est élection municipale, c'est ça? Puis l'impact le plus concret que tu peux avoir sur ton chez-soi. Oui. Exact, mais je pense que tu as un invité récemment qui parlait de ça. Exact. Qui parlait de ça, et puis c'est vrai. J'ai fait une post là-dessus. Oui, mais c'est vrai. Vu passer. Non, mais c'est 100%. Puis on a... Tu vois, je parlais de snobber ou prendre de haut parfois. Parfois, on a tendance à prendre de haut la politique municipale, mais c'est ce qui va nous toucher dans notre quotidien, en tout cas de façon immédiate. Concret que tu vas voir. C'est vrai. Les trottoirs, ton déneigement, en tout cas. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Aqueducs, peu importe. C'est ça qui va venir vous affecter votre vie dans votre quotidien. Mais je pense qu'allant plus loin, c'est vraiment s'intéresser aux politiques en général, les jeunes. Puis j'ai 26 ans, puis on reste dans les milléniaux, puis tout ça. C'est pas quelque chose d'inné, je crois. Puis je pense qu'il faut qu'on revienne à cet intérêt-là parce qu'évidemment, ça nous impacte, là, que ce soit moyen, long terme. Oui, très important. On ne se rend pas compte, mais on a quand même notre mot à dire. Ouais. On a quand même notre mot à dire. Bon, il y a le vote qui est évident. Oui. Puis justement, je pense que ton invité disait qu'il n'y avait que 40%, de participation aux élections municipales. Ouais. C'est sûr que moi, quand j'entends des chiffres comme ça, personnellement, ça me fait un petit peu rire. Moi, je viens d'un pays où le vote est obligatoire, tu vois. Obligatoire? Le vote est un droit, mais c'est une obligation. Donc OK. Donc, il faut que tu te déplaces, il faut que tu le fasses. Sinon, tu peux avoir des... Oui, tu peux avoir des amendes. Ah, wow! Ouais, surtout pour ce qui va être élection fédérale. Mais par exemple, même en étant ici, moi, je suis obligé de voter aux élections fédérales. Wow! Intéressant. Est-ce qu'au niveau du vote, c'est parce que tu peux voter pour tout le monde, donc ça annule ton vote? Est-ce que tu avais cette option-là ou il fallait absolument que tu choisisses pour un parti? Quand tu dis ça, c'est-à-dire parce que des gens blanc ou... Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont aller voter, mais qui vont cocher tout le monde. Ouais, donc, ça annule ton vote ouais. nécessairement, right? Ouais. Est-ce que justement, dans ta situation, toi, quand tu étais là, il fallait que tu votes un parti nécessairement ou tu pouvais... Tant que tu présentes et tu fais ton vote. Tu fais ce que je pense que tu fais ce que tu veux, c'est ça. Tant que tu prends disons, la parole par le vote. Et puis, moi, je te dirais, ça c'est, je m'écarte un petit peu, mais avant de voter au Canada en tant que Canadien, moi, j'avais jamais quasiment voté de manière par papier. Nous, on vote beaucoup par vote électronique. C'est pour ça que quand tu me dis cocher tout le monde, je réfléchis, est-ce qu'on a le droit de cocher tout le monde? Je pense que tu as juste un choix, mais tu peux voter blanc.
Blanc étant... Et blanc étant que tu votes rien. OK, je comprends. Mais là, tu ouvres... Tu vois, je ne veux pas rentrer dans le débat politique parce qu'il y a des pays où, par exemple, le débat sur est-ce que le vote blanc devrait être pris en considération... Mais c'est complètement stupide et arriéré de voter en papier. Je comprends, il y a un processus, là, puis il y a des manières de faire, mais le vote électronique était possible. Est possible. Le vote électronique est possible depuis si tu veux aller chercher une jeunesse qui est paresseuse de se déplacer, parce que c'est purement ça. Là. Vote électronique en personne. Tu vas dans l'isoloir, mais sauf que tu ne vas pas utiliser un papier et un crayon. Tu avais un système. Mais tu vois, après, ça crée... Je comprends. OK. Tu vois, moi, j'apprends beaucoup là-dedans, là, mais c'est super intéressant. Mais je pense... Il y a un système sécurisé à développer, là, mais dans un futur, là, d'avoir accès à ça, ça serait incroyable. Écoute, moi, je t'avoue que je suis quand même très étonné qu'on ne vote pas électroniquement au moins dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Oui, t'as encore papier, puis décoché. Parce que tu sais, là, mais après, il y a des questions qui se posent. On parlait d'IA tout à l'heure, mais il y a aussi la question de la confiance. Fais-tu plus confiance à un être humain pour compter ou fais-tu plus confiance à une machine? Tu vois? La question se pose, parce que l'humain n'est pas toujours fiable non plus. Hein. Non! Mon Dieu. OK, on s'est échappé un petit peu dans mais c'est super intéressant puis pertinent. On va tomber plus dans la vision de Cassiopeia. Oui. Comment tu te vois, tu sais, parce que je pense qu'il y a deux discours, deux types d'entrepreneurs. Un entrepreneur qui est très à l'aise à rester une petite équipe, quelques personnes, quelques collaborateurs, ou au contraire, une grosse agence de s'implanter dans différentes provinces, dans différents pays. Comment tu vois ça? À travers les années, comment tu veux développer Cassiopeia? Écoute, c'est une question que je me pose depuis quand même un petit temps. Parce qu'avec le réseau de collaborateurs, je te dirais, il s'est à un moment pas mal élargi. Ouais. Là, 2025, ça a été une année un petit peu de réorganisation. OK. C'est une question à laquelle je n'ai pas encore ma réponse toute faite. J'ai une idée. Okay. Et ce qui va guider un petit peu la réponse, je dirais, c'est en fait, c'est les clients qu'on va développer. C'est sûr que tout à l'heure, tu me parlais des services, tu me disais quels sont les services que tu souhaites le plus développer. C'est sûr que moi, aujourd'hui, je suis pas mal à la recherche de créer des relations. C'est vraiment dans nos valeurs, créer des relations à moyen, long terme. Le court terme, on peut le faire. On va le faire pour des clients, intervenir sur du one-shot, un contrat bien défini. On fait notre boulot, puis merci, au revoir. Okay. Mais vraiment, moi, ce que je recherche plus, c'est un partenariat, entre guillemets, un partenariat, mais en tout cas un travail à moyen ou long terme. De pouvoir accompagner avec nos compétences des entrepreneurs ou des entreprises pour répondre à leurs besoins, en fait, que ce soit leurs besoins de création de site web, leurs besoins de promotion, leurs besoins de stratégie, des problèmes techniques qu'ils peuvent avoir, à partir du moment où c'est dans notre expertise. D'avoir cette récurrence-là, d'avoir une connexion récurrente avec un client. Exact. Est-ce que tu vois une offre de service un peu comme changeante à contrat ou c'est plus mensuellement comme base? Comment tu vois ça un peu comme évolution? Écoute, ça va être aussi un petit peu au cas par cas parce que les clients, tu vois, ça va dépendre aussi des besoins, des objectifs et du budget. C'est sûr que s'adapter au budget du client, mais vraiment aller vers, je te dirais, de l'accompagnement le plus possible, de la prise en charge. Et puis, ça rejoint un petit peu, tu vois, oui, notre vision, c'est une vision quand même le plus à long terme possible, créer des relations, surtout si, c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas être ami avec tout le monde. Ouais. Il peut ne pas y avoir un fit professionnel avec tout le monde. C'est quelque chose qui est correct et puis je peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Il y a peut-être des personnes, ils m'entendent parler, ils vont, ou bien je leur parle la première fois et je leur pitch un petit peu comment dire, ma sauce ou ce que j'ai à vendre et puis ils se disent non, lui, j'ai pas envie de travailler avec lui. C'est ce qui est correct, c'est normal. Est-ce que c'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est purement financier ou c'est l'offre ou... Écoute, je pense que ça dépend. Tu sais, parce que j'allais dire, parfois, c'est même pas juste, par rapport à l'offre. Hein, c'est peut-être dire personnel, tu vois, on sait pas. Il est fit, ouais. C'est ça que je veux dire, même un fit personnel ou professionnel. Ça arrive. Mais là où je voulais en venir, c'est que... parfois, tu vois, on peut se retrouver dans des situations où on ne va pas à l'avant. Ça, c'est tout à fait correct. Oui.
J'ai perdu un peu le fil de mon idée, mais... Parce qu'elle prend ton temps, c'est correct. Non, mais... parce on parlait, tu vois, de ce côté accompagnement, oui. Répondre aux besoins, aller à long terme. Et puis, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est correct qu'il y ait un fit ou non. Ça fait partie du jeu. Uh-huh. Mais au-delà de ça, quand je parle de long terme, c'est aussi, il y a le côté de voir aussi le client, à quel point, par exemple, nous, c'est quelque chose qu'on met quand même de l'avant, à quel point le client, ce que j'essaie de comprendre assez vite, c'est à quel point le client il veut être autonome dans le projet. C'est quoi qu'il veut savoir faire. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais donner un exemple, par exemple, un client qui arrive vers moi et qui a besoin de faire un site web ou refaire un site web ou de travailler sur son site web. Moi, souvent, ce que je leur dis, dites-moi le plus rapidement possible ce que vous souhaitez faire vous-même à la livraison du site web. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, si c'est un site de contenu, est-ce que vous souhaitez pouvoir intégrer du contenu vous-même? Est-ce que vous souhaitez pouvoir faire des modifications de texte, des choses, on va dire, assez basiques? Assez basique, oui. Exact. Ou est-ce que vous voulez pouvoir faire des choses plus compliquées? Comme ça, moi, je le prends en compte dans la conception du site web, parce que c'est sûr qu'un développeur ou un intégrateur va pouvoir créer un site de différentes manières. On peut faciliter la prise en main par le client si on le prend en compte dès le début. Je te donne un exemple. On va utiliser, par exemple, si on utilise un site WordPress avec un builder, donc un créateur de site web, par exemple, tout ce qui est à la mode, tout ce qui est page builder, mais peut-être mettre en place certains paramètres globaux pour faire en sorte que le client n'ait pas besoin d'aller modifier le code CSS pour changer les couleurs. Ce genre de choses-là. Je te prends vraiment des exemples très, très, très simples. Mais là où je veux en venir, c'est ça. C'est que pour nous aussi, bien comprendre jusqu'où le client souhaite être autonome, c'est quelque chose qui est quand même très important. Oui, parce que tous les clients sont différents, dans le sens où il y a des clients qui vont dire, moi, Arthur, je veux déléguer, je veux dire, je vous mets en charge s'il y a une refonte nécessaire ou juste de up-to-date, de mettre à jour des données, je vous le délègue, puis that's it. Puis il y en a peut-être qui vont dire, écoute, il y a certaines choses justement qu'on va le faire à l'interne. Exact. Mais pour toi, est-ce que tu as un client idéal là-dedans? Tu te dis, moi, je veux quelqu'un qui est prêt à me déléguer à 100%, qui me fasse 100% confiance, ou t'aimes ça un peu de... Tu dis un client qui est autonome aussi, non? Moi, le plus important, c'est que ce soit clair. OK. C'est que ce soit clair dans le sens que j'ai pas de problème à ce qu'on prenne tout en charge. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut que les rôles tant que les rôles de chacun sont clairs, moi, j'ai pas de problème en soi. Je m'adapte. Right. Puis, tant qu'on est tous sur la même page, tu sais, c'est parce que aussi bien pour le côté client que pour le côté équipe, moi, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un minimum de process. C'est pour ça qu'on met en place des outils de gestion de projet. Que le plus possible, on va être clair sur la manière dont on va communiquer, parce que trop de communication, ça tue la communication aussi, on s'y perd. C'est pour ça que, tu vois, le fait de mettre en place des outils de gestion de projet avec les équipes, mais aussi avec les clients dans certains cas, ça permet en fait au client de savoir exactement où est-ce qu'on en est sur son projet et de suivre aussi les travaux en temps réel, tu vois. Donc, si certaines tâches incombent au client, tant que c'est clair pour moi, c'est correct. On s'adapte à la situation. Puis l'important, c'est de définir les règles du jeu dès le début, de dire, voilà, quelles sont mes responsabilités, quelles sont tes responsabilités. Et de manière générale, je te dirais, un client idéal pour moi, c'est un client qui va me donner les informations dont j'ai besoin pour travailler. Excellent. Et qui ne va pas faire l'autruche quand j'ai besoin de validation. Ouais. De validation et de retour, un minimum de feedback, me dire, voilà, parce que... La critique constructive, s'il y en a. Puis... ça encore, on peut... c'est sûr que dans l'idéal, ça dépend dans quelle optique, là, mais... C'est ça, le plus possible, mais je veux dire, c'est correct d'avoir... Tu sais, parfois, on peut avoir des retours un peu durs, ça fait partie du jeu, puis le client, il paye aussi pour un travail, et ce que j'allais dire, c'est ça, nous, on est là pour travailler. On est là pour travailler et pour... Je comprends. Arriver à un objectif. Donc, je pense qu'il faut faire attention parce que tu as des clients, je pense, qui vont se dire, moi, je paye pour un service, donc je vais micromanager tout ce qui est possible. Disons, les deux, on est des experts dans notre niche. Fais-moi confiance sur les conseils que je te propose. C'est la meilleure option. Si tu me dis, tu me refutes sur ce que je te propose, mais c'est comme...
c'est un peu niaiseux, mais c'est qui l'expert, tu sais? Dans le sens où on est prêt à recevoir la critique et tout ça, mais je trouve que c'est important de le prendre en compte. Là. Oui, 100%. Puis il faut pas, tu vois, il faut faire attention aussi à pas se décrédibiliser en tant qu'expert. Enfin, d'une part, quand on donne des responsabilités au client, il faut pas non plus que on passe pour celui qui veut pas faire son travail. Aussi. Ouais. Tu vois. C'est ça. Donc, mais après, je pense que c'est un peu comme dans tout, que ce soit la relation avec les collaborateurs, la relation avec les clients et les partenaires. C'est d'aller, je dirais, je n'ai pas envie de dire, c'est de trouver l'équilibre ou avoir l'équilibre parce que ce serait peut-être parfois un peu trop arrogant de dire moi j'ai un équilibre dans toutes mes relations. Non, mais en tout cas de tendre vers un équilibre et d'essayer d'avoir le plus possible des relations équilibrées. Mais oui. Je pense que c'est dès le début même que ça se fait dans le développement d'une relation, d'établir les attentes, les irritants possibles de toi, qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il y a des choses que tu penses que, qu'il faut vraiment pas mettre de côté, qu'il faut peut-être prioriser. Puis tout simplement, ça va dans le fit du client aussi. Si tu veux t'es plus à l'aise avec un client qui est un petit peu plus analytique dans les détails, puis toi, t'es comme ça aussi dans la méthode de fonctionnement, go for it. Si t'es quelqu'un d'un petit peu plus expressif, ça va avec le type de personnalité. Go for it aussi, tu sais. Mais ça dépend. Moi, je suis plus dans le genre d'aller avec des clients qui sont dans la liberté de création, de donner justement, de respirer dans ce projet-là, tu sais, de pouvoir varier, de sauter d'idée à idée. Je vis plus là-dedans, tandis qu'encore une fois, il faut avoir quelqu'un qui est un petit peu plus cartésien, analytique, qui va préférer cette structure-là. Fait que ça dépend du client. Arthur, écoute, je vais sauter du coq à l'âne. Je vais te proposer les deux dernières questions du podcast. OK. Tu les connais déjà. Je t'ai déjà posé dans notre meeting. Tu t'es probablement préparé mentalement par rapport à ça. J'espère. On va y aller pour ça. Comment tu définirais ta propre définition du succès? On peut peut-être y aller aussi côté personnel puis professionnel dans cette réponse-là. La définition du succès. Comment tu vois ça? Écoute, le succès, c'est sûr que c'est... J'ai envie de dire, c'est assez relatif. Puis c'est... Parce que tu as le succès que tu as vis-à-vis de toi-même, te dire, bon, j'ai eu du succès, j'ai réussi. Ouais. Et puis, il y a aussi le succès vis-à-vis de la société. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi? Est-ce qu'il a eu du succès? Est-ce qu'il a du succès en ce moment, par exemple? Mais moi, tu sais, quand on parle succès, moi, ça me fait tout de suite penser à échec, d'une certaine façon. Pourquoi? Dans le sens que, pour moi, c'est important dans la vie de connaître des échecs. Ouais. Il y a parce que je pense qu'on apprend tout le temps. On apprend tous les jours. En tout cas, c'est le souhait que j'ai, tu vois, d'apprendre tous les jours, en tout cas le plus possible, et puis de faire peut-être des erreurs. Mais l'important, c'est comment est-ce que je rebondis par rapport à ces erreurs et comment est-ce que je rebondis par rapport à ces échecs. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, en tout cas moi, de ma petite expérience, parfois, les plus gros échecs que j'ai eus, ou ceux qu'on peut vivre comme les plus gros échecs, mais en fait, ça a été les plus gros apprentissages. Que ce soit d'un point de vue académique, que ce soit d'un point de vue professionnel. Oui. Académique, par exemple, rater une année d'école, puis se rendre compte qu'en fait, oui, j'ai pas le diplôme, j'ai pas le papier. Par contre, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette année-là? C'est ça. Et qu'est-ce que j'en retiens? Au final, si je regarde, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai peut-être appris énormément de choses qui vont m'aider à avancer. D'un point de vue professionnel, un projet qui se passe mal, ou un projet qui ne peut pas aboutir, qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que j'en retiens pour avoir du succès par la suite? Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et de me dire, mais il faut que je tire, il faut que je le prenne de manière positive, il faut que le plus constructif possible, et me dire, voilà, avoir un petit peu d'humilité et se dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que si tu sais, par exemple, dans un projet professionnel, si on met tout le temps la faute, on va dire, sur le client, comment est-ce qu'on avance? Parce que oui, on peut, quand on parlait de relations d'équilibre, il peut y avoir parfois des petits déséquilibres. Et puis oui, il va y avoir, par exemple, si un projet n'aboutit pas, peut-être la faute du client, puis la faute du prestataire, donc de nous dans notre cas. Mais il faut être capable, je pense, d'analyser un petit peu et de reconnaître ses propres fautes pour s'améliorer. Je pense que ça, c'est quand même très, très important. C'est pour ça que je te dirais que pour moi, le succès est quand même lié à l'échec, et je pense pour beaucoup de gens, parce que c'est le fait d'avoir eu des échecs qui va nous donner la possibilité, je pense, d'avoir un plus grand succès par la suite. Puis s'il y en a qui ont du succès tout de suite, mais tant mieux pour eux. C'est sûr que si, je veux dire,
Oui, puis je pense qu'il faut arrêter de voir l'échec négativement, péjorativement. Les gens, je pense, jugent l'échec beaucoup. En réalité, il faut le voir comme un accomplissement parce que ça nous permet justement de se remonter vers le haut, d'être en mode solution, de développer des capacités sur le moment, de dire, OK, justement, j'ai pas fini, j'ai raté mon examen, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour ne pas rater cet examen-là, le prochain qui va se faire? Donc, ça développe une capacité de résilience aussi, puis de combattant, tu sais, qui est tellement nécessaire en affaires, parce qu'il n'y a aucun entrepreneur, du moins, qui a vécu 0 échec, qui ne s'est pas planté 8 fois, qui s'est remonté vers le haut pour réussir, parce que ta vision est plus long terme que, justement, dans l'abandon à travers l'échec. Fait que c'est d'apprendre de ses leçons, puis de se développer comme humain. Donc, c'est de le voir, selon moi, là, c'est positif des échecs, 100%. Fait que c'est super cool. Merci pour ta réponse. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais aujourd'hui? Mais écoute, ça va continuer sur ça, parce que ne pas avoir peur de l'échec, justement. Pas avoir peur, de l'échec et prendre des risques. Ouais. Mais je pense qu'une chose qui est importante aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre des risques juste pour prendre des risques. OK. Des risques calculés, dans le fond? Bon, oui, des risques calculés, mais c'est surtout, de mon point de vue, c'est se donner les moyens de prendre des risques. Je comprends. OK. Je vais donner un exemple. Tu te lances sur un projet, puis ça va sembler évident pour beaucoup de monde, mais tu te lances sur un projet d'entreprise. Si tu n'as pas un minimum épargné d'argent, ne serait-ce que pour vivre, et que tu sais que tu ne vas pas avoir de revenus, te lance pas peut-être dans le projet sans avoir préparé ce qui s'en vient. 100%. Donc, c'est ça, oui, prendre des risques mesurés, ne pas avoir peur non plus de prendre des risques, mais se préparer pour prendre des risques. Et puis, vraiment ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec va faire partie, va faire partie de l'aventure. J'ai envie de dire d'un côté, malheureusement, mais heureusement, on en vit beaucoup des échecs. Et après, il y a un côté relatif, parce que l'échec, tel qu'on peut le percevoir personnellement, d'autres ne vont pas considérer ça forcément comme un échec. Après, ce qui est important, c'est comme on disait, comment rebondir. Exact. Et comment c'est ça. Donc, si je vais parler à une version de moi-même, c'est n'aie pas peur des échecs, prends des risques, sois intelligent quand même. Donc, prépare tes prises de risques et essaye. Tellement. Écoute, là, Cassiopeia, ça fait maintenant 5 ans, mais avant d'avoir Cassiopeia, comme je te disais au début, j'ai une entreprise individuelle, puis j'ai fait 2 autres incorporations avec d'autres partenaires, une qui a complètement cessé ses activités, et une autre qui a continué son aventure. Et si aujourd'hui, je suis la personne que je suis, l'entrepreneur que je suis, et que Cassiopeia aussi a évolué, c'est parce que j'ai eu cette expérience-là avant. Et peut-être que si je n'avais pas pris des risques, osé un petit peu créer ces entreprises avant, peut-être que je n'aurais pas réussi à avoir l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Puis je pense que ce que je me donnerais comme conseil aussi, c'est de ne pas avoir peur de faire des rencontres. Moi, au début de mon expérience québécoise, j'ai rencontré des entrepreneurs, mais je n'ai pas rencontré que des entrepreneurs. J'ai rencontré aussi vraiment des profils de personnes différents qu'on m'avait conseillé. Un directeur en gestion de connaissances qui m'a invité en fait à un atelier de collab. Et j'ai fait mon premier atelier de collab avec lui il y a 9 ans. Aujourd'hui, je participe encore à des collabs. Donc c'est des collabs de savoir. En fait, on aborde des thématiques, on met nos réflexions en commun pour répondre à des questions en lien avec la connaissance et l'évolution un petit peu, notamment de l'IA, ce genre de choses. Et je me retrouve donc dans des ateliers collaboratifs comme ça, avec des gens de partout dans le monde, des universitaires, ce genre de choses. Je trouve toujours intéressant. Puis j'ai rencontré aussi un auteur de théâtre quand je suis arrivé,
qui m'a donné vraiment des bons conseils pour justement, on parlait, tu sais, tout à l'heure de choc culturel, d'adaptation à la culture québécoise, pour me préparer un petit peu. C'est sûr que moi, je m'étais documenté, mais rencontrer ces personnes-là au début de mon expérience, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce que je me donnerais comme conseil, c'est quand on te propose d'aller rencontrer des gens, comme je l'ai fait dans la majeure partie des cas, de le faire, parce que ces personnes-là vont avoir quelque chose. Et puis parfois, ça va être subtil ou on ne va pas s'en rendre compte tout de suite, mais en fin de compte, ils donnaient disons, je te dirais, des clés de lecture ou des outils. Moi, ça m'a aidé au niveau mindset, par exemple. J'ai eu l'impression que si je souhaitais, entre guillemets, réussir dans une société québécoise, il fallait que et en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, il fallait que j'ai un mindset solution. Oui, 100%. Avoir un mindset. Oui, exact. Je pense qu'on valorise beaucoup ça, dans le sens où on a une problématique. Puis je pense qu'un employé, par exemple, on prend un exemple, là, un employé qui vit une problématique avec une tâche, qui amène ça à son gestionnaire ou son supérieur, mais c'est comme, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la situation que tu vas mettre en place? Ah, mais je sais pas. Mais avant de venir, tu sais, comme, OK, il y a ça, voici ce qu'on peut faire, ça va me prendre telle quantité de temps. Parfait. Et tu vois, mais c'est correct de ne pas savoir. C'est correct de ne pas savoir. Par contre, aujourd'hui, on a les moyens d'aller chercher, de se documenter. Facile. Et puis, si tu n'es pas... ça revient un peu, je pense, au côté entrepreneuriat. Si tu n'es pas entrepreneur, si tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais soit tu vas rechercher des ressources, soit il faut être capable de trouver quelqu'un à qui déléguer, qui va être capable de faire ce qu'on ne sait pas faire mieux que soi ou qui sait mieux le faire que soi. Je pense qu'il y a une partie d'autonomie, d'autodidacte, de responsabilité, puis c'est des choses qu'un humain en général devrait développer comme capacité, parce que ça va t'aider dans n'importe quelle sphère de ta vie d'être en mode solution. Puis dans le monde des affaires, c'est quelque chose qui est hyper valorisé. Tu as touché un bon point tantôt, de prendre des risques. Oui, calculer, mais une prise de risque qui fait du sens. Ton projet te coûte tel montant, est-ce que tu as un coussin derrière pour absorber, parce que ça se peut que ton test ne fonctionne pas. Donc, est-ce que tu es prêt, parce que c'est une décision, est-ce que tu es prêt à absorber les dettes potentielles, ou tu te prépares peut-être à absorber ça? Tu sais, comme c'est une décision, c'est une prise de risque. Ne pas être suicidaire. Je veux dire, on veut avoir un toit, manger, tu sais, à la base. Puis couvrir ses besoins de base, et puis après, on verra, là, mais tu sais, au moins. Puis voilà, fait que non, c'est... My God, on a touché plusieurs sujets ensemble, Arthur, puis je te pose une dernière question, tout simplement. Où est-ce qu'on peut te contacter directement pour faire affaire avec toi, bâtir un site web incroyable? Écoute, on peut me contacter LinkedIn, Instagram, Facebook. Pour la page Facebook de Cassiopeia. Tu vois, pour commencer par les médias sociaux. On commence par ça. Puis après, on renverse vers le site web. Le site web, exactement. Sur le site web, on a toutes nos informations de contact. On peut demander... Donc, pour la demande en tant que telle, on peut donner plus de détails. Puis, exactement, on peut rentrer en contact avec nous. Puis, il n'y a pas de... il n'y a pas de frais pour des premières rencontres. Voilà. C'est 100% gratuit. Est-ce qu'on peut donner quand même un range? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui vont se dire... Moi, je me lance en affaires, j'ai mis l'argent de côté. Est-ce que tu as un range à donner à savoir pour bâtir un site web fonctionnel? Tu sais, pas transactionnel, juste un site web utile pour un front. C'est quoi le budget qu'on devrait se mettre de côté là, pour faire affaire avec des professionnels? Selon toi? D'après moi, pour répondre très, très simplement, à partir de 2 500 $. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens, je pense. Parce que si on ne répond pas à ces questions-là, les gens vont dire, mon Dieu, c'est 10 000 et plus. Ben, ça peut, tu sais, ça peut, mais pour commencer, je pense qu'un bon budget pour commencer, c'est 2 500 $. Puis tout va dépendre de l'accompagnement. Tu sais, il y a une chose qui rejoint un petit peu l'autonomie que j'ai pas développé tout à l'heure. C'est la gestion des actifs numériques. Je pense que c'est un grand enjeu aujourd'hui, notamment pour les très petites et moyennes entreprises, la gestion de leurs actifs numériques. Ça m'arrive souvent d'arriver face à des clients qui sont pas conscients de à quel point ils sont dispersés et aussi de leurs droits qu'ils ont en tant qu'entreprise vis-à-vis de leurs actifs numériques. Je m'explique. Ça arrive parfois que j'ai des clients qui commencent à travailler avec nous. Ils ne savent même pas où héberger leur site web.
qui est propriétaire de leur nom de domaine. C'est vrai? Les courriels sont gérés par telle personne, donc ils sont un peu éparpillés. Ils n'ont pas vraiment la main sur leurs actifs numériques, tu vois. Clairement. Et je pense que c'est quelque chose vraiment sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est que pour ceux qui le souhaitent, c'est pas accessible, tu vois, à tout le monde, je pense, parce que puis on a le droit de pas vouloir, de dire bon ben moi je fais confiance aux autres, c'est correct, mais si on a la volonté d'être en contrôle de ses affaires, aujourd'hui je pense que c'est un enjeu important d'être en contrôle de ses actifs numériques, tu vois. Et c'est pour ça rejoint un petit peu donc ce que je disais tout à l'heure, pour bâtir un site web, un budget de départ, je pense qu'un bon budget pour commencer serait $2 500. Par contre, nous, dans l'accompagnement, on va inclure notamment ce genre, cette approche-là. En fait, une chose que je te dirais que je déteste, et on s'en est parlé lors de la rencontre exploratoire, c'est tout simplement de tenir le client par les couilles. C'est-à-dire de... C'est vrai, tu avais utilisé ce terme-là. Ouais. Et c'est-à-dire, tu sais, je l'ai vécu, j'ai vu des clients qui sont qui ont travaillé avec des agences et qui, en fait, gardent par exemple leur nom de domaine. Alors que, qui gardent leur nom de domaine et qui vont faire du chantage, non. Non, ça c'est horrible. Mais ça arrive. Ça arrive. Et puis, moi, je trouve que le nom de domaine, c'est quelque chose qui doit appartenir le plus possible. Je pousse mes clients à être propriétaires de leur nom de domaine parce que il y a un côté légal aussi derrière. C'est que légalement, on ne peut pas te tenir en otage par rapport à ton nom de domaine parce que souvent, c'est lié à ton nom d'entreprise, à ta marque. Donc, tu pourrais attaquer en justice quelqu'un pour lui dire, rends-moi mon nom de domaine au lieu de me le tenir en otage, surtout si, je veux dire, il n'y a pas d'engagement financier ou de contrat en cours, tu vois. En plus, Mais voilà, tu sais, et ça rejoint ce côté accompagnement actif numérique. Je pense que c'est important que les gens, tu vois, soient conscients aussi de ce qui leur appartient, ce de quoi ils sont propriétaires. Pour revenir, tu vois, on parlait des différents types de CMS en début de podcast, mais c'est... Tout ça, je pense que c'est important que les entrepreneurs, les entreprises, les PME soient conscientes qu'elles aient un esprit critique, je pense, vis-à-vis de ça. Si elles le souhaitent, en tout cas, qu'elles puissent leur donner des outils pour qu'ils puissent être conscients de tous ces enjeux en lien avec les actifs numériques. Avoir une ouverture vers ça, parce que je pense pour la longévité de ton site web puis de ton ownership de l'entreprise, aussi des actifs numériques, comme tu disais, ça part là. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, ton site, il se fait hacker et tu sais pas même chose pour les réseaux sociaux, puis là, t'es pris, puis t'es comme... Comment est-ce que... C'est qui gère mon site web? Ah, c'est peut-être lui, puis tu vas le contacter. Puis peut-être que s'il gère que ton site web et que tu es tombé dans une craque, peut-être que tu vas avoir des réponses dans 1, 2, 3 jours, mais toi, tu as besoin d'aide tout de suite. C'est ça. Tu sais, puis je veux dire, on peut même y aller très, très banalement, mais avec Wix, puis que ton frais de package de site web double, tu fais quoi? Est-ce que tu peux accepter ou tu es obligé d'accepter? Ou, tu sais... Fait que là, tu as plus de décisions, au moins, je pense que c'est plus stable, puis tu as plus de... Je pense que long terme, c'est une bonne décision à prendre. Fait que pour avoir plus de détails, évidemment, contactez Arthur pour simplifier la discussion. Ça a été vraiment une belle discussion en détail sur divers sujets. On est allé un petit peu partout. Moi, ma perception, ça a été d'en apprendre plus sur toi, sur l'entreprise, sur le domaine aussi. Évidemment, il y a de l'excellent contenu qui va sortir au niveau des capsules vidéo. Toi, comment tu as aimé l'expérience aujourd'hui avec moi? Écoute, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que tu as bien fait ça de manière générale, aussi bien avec la rencontre exploratoire. Ça a permis de bien préparer, tu vois, les piliers un peu, ce dont on allait parler aujourd'hui. Parce que, comme tu as dit, parfois faire les choses on the fly, c'est peut-être pas la meilleure approche. Parce que ça laisse... c'est bien d'avoir des imprévus prévisibles. Oui. Dans le sens, on ne peut pas toujours prévoir à 110% tout ce qui va se passer, mais je pense d'offrir une certaine structure. Puis... De la qualité aussi, tu veux donner, tu veux contrôler en tout cas la qualité ou le contenu que tu veux offrir à tes auditeurs. Je pense que c'est important aussi, tu vois. Donc, j'ai vraiment apprécié l'expérience et je te remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans un an, à savoir qu'est-ce qui se passe, les nouveautés. Puis, on va pouvoir parler de est-ce qu'on est rendu une agence internationale ou au contraire, peut-être que tu consolides puis tu fais d'autres projets. Donc, on va parler de ça. Surtout si ça plaît, ça me fera plaisir de revenir. Clairement, c'est sûr. C'est sûr. Merci encore. Merci à toi. Merci vraiment. C'est très gentil.
Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.